Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce séminaire virtuel Inter-Outre-mer d'Erita. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Cluzot, je travaille à l'ACTA où je suis en charge de la direction des programmes et des Outre-mer. Et aujourd'hui, je vous accueille au nom de l'animation nationale Inter-Outre-mer d'Erita. Alors, avant de démarrer les présentations, je vais vous donner quelques informations et consignes pour faciliter le déroulement du webinaire. En premier lieu, donc cette séquence est enregistrée. Elle a vocation à être mise en ligne pour permettre à ceux et à celles qui n'auraient pas pu se joindre à nous maintenant de pouvoir revoir ce webinaire. Donc, si vous ne souhaitez pas être filmé, il suffit d'éteindre votre caméra. Pour le confort de tout le monde, pendant les présentations, les micros sont coupés. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les poser dans le chat par écrit et je me ferai votre interprète. Mais sinon, une fois que la présentation sera terminée, on vous redonnera la possibilité d'activer vos micros et vous pourrez poser vos questions voilà, vous-même aux participants et interagir avec d'autres participants. Et dans ce cas-là, ce qu'on vous demande, c'est de bien vouloir réactiver votre caméra parce que c'est toujours plus agréable de voir à qui on parle. Alors, on est ensemble pour une cinquantaine de minutes. Donc, je vais vous donner quelques informations d'actualité sur les RITA. Ensuite, nous aurons une présentation d'une vingtaine de minutes, une vingtaine de minutes d'échange et puis quelques mots de conclusion. Alors, quelques mots sur les RITA. Donc, pour ceux qui connaissent, ça va être un petit rappel. Ceux qui ne connaissent pas, en fait, voilà, moi j'aime bien dire que les RITA sont des dispositifs uniques dans le paysage agricole ultramarin. Ils sont présents pardon, dans quasiment tous les territoires d'outre-mer et ils rassemblent tous les acteurs de la recherche, de l'innovation, du transfert, de la formation, les institutionnels pour relever ensemble les défis techniques, les défis économiques, les défis environnementaux et promouvoir des pratiques durables. Notre mission, acteur d'Erita, est d'accélérer la création de solutions concrètes pour répondre à des problématiques des agriculteurs et diffuser largement les innovations. Alors, la vie d'Erita, elle est rythmée par la programmation agricole et européenne. Et en fait, depuis 2023, on est dans une phase de transition que nous avons mise à profit pour élaborer avec le plus grand nombre un plan d'action national. Ce plan d'action, il est au service d'une ambition qui est celle de soutenir l'émergence d'innovations, de renforcer leur transfert en favorisant les projets interterritoriaux et en valorisant les actions de recherche et de développement. Alors, en 2025, on a lancé un certain nombre d'actions et de travaux qui commencent à se concrétiser et à produire un certain nombre de livrables qu'on va très progressivement mettre en ligne et porter à connaissance du plus grand nombre. Là, je vous ai fait une petite sélection de choses qui ont été initiées. Donc, bon, vous dire que nous avions fait au moment du Salon de l'agriculture de cette année un colloque. Donc, les actes du colloque sont disponibles. À l'occasion du salon, nous avions réalisé une cartographie de l'ensemble des acteurs intervenant dans les RITA au niveau des territoires. Donc, ces cartographies, elles sont disponibles sur le centre de ressources Coatis. Durant l'été, nous avons accueilli des stagiaires qui nous ont permis de lancer deux grands chantiers structurants. Il y en a un qui a abouti à la production d'un guide méthodologique du transfert des innovations agricoles aux agriculteurs. Donc, ce guide-là, il va être très prochainement mis en ligne. Nous avons réalisé également une bibliothèque pédagogique à l'attention des établissements d'enseignement agricole.
Nous avons fait un inventaire des réseaux qui sont complémentaires de ceux d'Erita, donc des réseaux à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. C'est des réseaux avec lesquels, en tant que RITA, on collabore déjà et il y en a d'autres avec lesquels on va chercher à renforcer les liens. Autre chantier structurant qu'on a mené cette année, on a réalisé une mallette de l'animateur réseau. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre à disposition des animateurs de réseau, pas seulement Rita, mais animateurs de réseau ou animateurs de projets multipartenarial. Et puis, nous sommes en train aussi de finaliser un parcours d'accueil de l'animateur territorial Rita. Nous avons également réalisé un inventaire de l'ensemble des projets de R&D qui ont été mis en œuvre dans les territoires ultramarins ces 10 dernières années. Et nous avons réalisé un inventaire pour identifier les livrables, les résultats remarquables qui ont été produits dans les premières phases d'Erita et qui doivent être mis plus en valeur et mieux transférés. Et puis enfin, en parallèle, je vous ai parlé là tout à l'heure du centre de ressources Coatis. Nous avons travaillé sur un cahier des charges pour nous permettre de refondre un peu, de rénover ce centre de ressources. En termes d'actualité, là, notre actualité, c'est le fait que nous avons cherché à concrétiser les actions proposées dans ce plan d'action national au travers d'un grand projet qu'on a appelé Rita Axiom pour accélérer le transfert des innovations dans les Outre-mer. C'est un projet qui a été déposé dans le cadre d'un appel à propositions transition et souveraineté proposé par le ministère de l'Agriculture. Le dossier est en cours d'instruction et on espère qu'il puisse démarrer d'ici la fin 2025. Il est prévu pour une durée de 5 ans. Toujours de travailler autour des 3 enjeux prioritaires qui ont été identifiés collectivement. Donc, l'enjeu de l'adaptation au changement et aux aléas climatiques, l'enjeu de souveraineté alimentaire et puis un enjeu de réduction de la dépendance aux intrants importés. Donc, sans vous donner dans le détail ce qui est proposé dans le cadre de ce projet, je peux vous dire que voilà, on a prévu de mettre en place un incubateur pour accompagner des projets interterritoriaux, favoriser le montage et l'émergence de projets communs. Il y a un appel à projets dédié aux Outre-mer qui est proposé dans le cadre de ce grand projet. Donc voilà, on attend la validation par le ministère de l'Agriculture qui, on l'espère, ne devrait pas trop tarder. Le séminaire d'aujourd'hui, c'est une des pièces de ce plan d'action aussi. Il a vocation à vous permettre de partager vos idées, à vous donner envie de vous impliquer dans des projets ou à vous donner envie de monter des projets entre territoires et puis quelque part à rejoindre la grande famille des acteurs d'Erita. Donc là, du coup, on est sur un sujet qui a un peu attrait, qui a trait à la fois la souveraineté alimentaire et la réduction de la dépendance aux intrants importés. Et donc, du coup, je vais passer la parole à Jean-Marc Ajanani et Rudy Oublié pour qu'ils nous présentent leur projet, le projet d'association foncière pastorale de Martinique. Ok, très bien. Merci beaucoup de nous accueillir dans le cadre de ce webinaire. Jean-Marc Ajanani, donc directeur général de la CODEM, qui est la coopérative des éleveurs de Martinique, et Rudy Oublié, qui est justement animateur de l'association foncière pastorale. Donc, pour resituer un peu les choses dans le contexte, donc la CODEM aujourd'hui a eu un financement de l'ODEADOM dans le cadre de la recherche et du développement. Donc, durant les années... Oui, allez-y. Voilà, non, c'est bon, le partage vient d'arriver, c'est bon. Ok, très bien. Donc, comme je vous disais, la CODEM a reçu un financement de l'ODEADOM dans le cadre de la recherche et du développement. Donc, c'est un financement sur les années 2023 et 2024. Et pour l'année 2025, nous avons reçu un financement sur les crédits d'orientation territorialisée sur le transfert de connaissances.
Donc, il s'agissait de trouver des solutions justement pour faire face aux enjeux de changement climatique et bien sûr, comme vous l'avez dit, de garantir une alimentation saine de qualité pour les animaux et aussi lutter contre le déclin de l'élevage en Martinique. Donc, pour rappeler un peu les problématiques que nous connaissons au niveau de la Martinique sur la filière élevage, donc une moyenne d'âge, bien sûr, des éleveurs de plus de 65 ans. Donc, on voit chaque année augmenter. Très peu de reprises, car on manque de foncier disponible, puisqu'on a comme exemple aussi le nombre d'installations de jeunes agriculteurs, une installation en 5 ans sur la filière bovine. On a aussi des parcelles exploitées qui sont de petite taille, qui sont morcelées, donc pas propices à l'activité d'élevage bovin. Également du foncier public privé non exploité, voire en friche, donc avec plusieurs types de dispositifs qui sont mis en place aussi par les collectivités et autres pour redynamiser en tout cas l'emprise foncière. Et puis, on voit aussi une petite diminution en tout cas de la consommation de viande bovine ces dernières années, puisqu'elle passe en 2022 de 4 500 tonnes à 4 180 tonnes au niveau de la viande bovine, mais également un déclin au niveau de la production totale, puisque en 2022, on était à 745 tonnes de viande produite contre 687 tonnes en 2024. Et si on regarde 15 ans en arrière, nous étions à une production totale de 1200 tonnes de viande produite bovine sur le territoire. Et aujourd'hui, on voit bien les 687 tonnes. Donc, on voit toujours une diminution, en tout cas, de la production de viande bovine. Et puis, on assiste aussi, bien sûr, à une augmentation des importations de viande bovine, donc 3493 tonnes. Donc, durant ces dernières années, donc depuis 2019, nous avons assisté aussi à des périodes de sécheresse intense, puisqu'il y a eu des arrêtés préfectoraux de calamités sécheresse avec une perte d'animaux à peu près évaluée à 1500 unités sur le territoire. Donc, c'est une problématique aussi pour le territoire et pour la baisse du cheptel. Et puis, corrélé à cela, on voit aussi une augmentation de 12% du prix de revient de la viande bovine entre le 1er avril 2022 au 1er janvier 2024, soit en 21 mois, puisque grâce au réseau de référence avec l'Institut de l'élevage, nous avons pu justement mettre en place ces indicateurs. Donc, aujourd'hui, le cheptel de la CODEM représente à peu près 6 797 bovins, soit à peu près 5 194 UGB, pour un total sur la Martinique d'à peu près 19 000 têtes pour 17 000 UGB à peu près. Donc, pour ce nombre global, en tout cas, de têtes sur la Martinique, il faudrait 93 000 balles rondes par an, donc l'équivalent environ de production de 2500 hectares de prairies. Donc, par rapport à cela, nous avons mené depuis 2022 au niveau de la CODEM, au niveau ici de l'interprofession ANIV, un benchmarking pour pouvoir trouver des outils, en tout cas, qui nous permettraient de répondre à l'alimentation des bovins. Nous avons recherché auprès de la Réunion, de la France hexagonale, et du coup, nous avons trouvé l'outil de l'association foncière pastorale. Donc, fort de cela, nous avons bien sûr créé une dimension partenariale avec la DAF, avec la collectivité territoriale de Martinique, avec la MIV et les autres acteurs pour pouvoir justement mettre en place un projet d'association foncière et pastorale. Donc, c'est dans ce cadre. Oui, allez-y. Excusez-moi, je vous interromps juste parce que apparemment, est-ce que vous pourriez arrêter le partage et le recommencer? Il y a plusieurs personnes qui visiblement ont des soucis. Et puis moi, j'avais l'impression qu'il avançait plus. Donc, est-ce que vous pouvez juste recommencer le partage? Merci. Très bien. Ok, là, voilà. Là, on est sur la diapo. Qu'est-ce qu'une AFP? Voilà, tout à fait. Donc, Ok. du coup, ça laisse une parfaite transition. Je vais laisser la parole à Rudy Oublié pour présenter l'association foncière pastorale. Alors, bonjour à tous. Merci pour ce moment, en tout cas, de présentation de l'AFP ainsi que de la CODEM. Alors,
qu'est-ce qu'une AFP? Donc déjà, c'est un dispositif qui est régi par le Code douanier de la pêche maritime, donc l'article L135-1. Donc c'est un regroupement de propriétaires de terrains, donc des propriétaires qui sont privés ou publics, donc de terrains à vocation agro-pastorale, voire forestier. Donc elle a pour objet la gestion et la valorisation, l'amélioration des terrains à destination pastorale ou agricole, ainsi que des terrains à boiser ou boisés, qui sont inclus dans son périmètre. Donc, c'est un outil de gestion globale du foncier, mais aussi qui intervient comme un facilitateur, puisqu'il devient l'interlocuteur privilégié entre les propriétaires, les éleveurs et les autres usagers du périmètre. Donc, elle permet de fixer des activités sur le long terme, donc ainsi de pouvoir sécuriser les terrains agricoles, et elle bénéficie aussi d'avantages financiers au démarrage et à l'investissement. En effet, l'association foncière pastorale, sous la forme autorisée, permet de bénéficier d'une enveloppe d'aide au démarrage, donc avec un coût variable et un coût fixe. Et aussi, donc, pour les investissements, ben déjà pour le propriétaire, il permet de bénéficier des dégrèvements d'impôts à hauteur de 70% sur la partie non bâtie et permet aussi d'aller rechercher des financements publics pour la gestion et l'entretien des terrains. Voilà. Alors, comment fonctionne une association foncière pastorale? Donc, les différents organes de gestion qu'on va trouver au sein d'une association foncière pastorale. Donc, nous avons l'ensemble des propriétaires qui vont constituer l'assemblée générale, donc, qui va se réunir, cette assemblée générale, une fois par an au minimum, ou 2 fois par an. Ensuite, l'assemblée générale qui sera composée de l'ensemble des propriétaires vont élire un conseil syndical. Donc, un syndicat ou un conseil syndical qui sera la véritable organe de gestion de l'association foncière pastorale. Donc, on peut retrouver un syndicat avec un certain nombre de propriétaires, avec différents collèges. Donc, un collège de propriétaires agricoles non exploitants, un collège de propriétaires agricoles de fonciers agricoles exploitants et un collège de propriétaires d'élus, puisque nous savons que les collectivités aussi, les collectivités publiques peuvent avoir du terrain agricole. Donc ensuite, ce syndicat-là va élire le président. Donc le président, ce sera le représentant de l'association foncière pastorale. Donc c'est lui qui va convier l'ensemble des propriétaires aux assemblées générales, qui va lancer l'ensemble des convocations. Il va représenter l'association foncière pastorale dans les différentes instances. Il va faire le lien aussi avec le préfet qui va chapeauter l'association foncière pastorale et aussi aura les interactions avec le comptable. Donc, cette association foncière pastorale de forme autorisée bénéficie d'une comptabilité publique qui permet d'avoir une transparence sur les comptes, mais aussi qui permet d'aller rechercher plus facilement le financement public. Donc, le conseil syndical aussi. Alors là, ce sont les organes qu'on va retrouver plus généralement dans une association foncière pastorale. Cependant, le syndicat aussi peut monter d'autres cellules de gestion qui sont les cellules comme la commission de travaux, donc qui vont vraiment se travailler sur l'ensemble des travaux à réaliser, donc le chiffrage et la commission d'appel d'offres. Donc, l'association foncière pastorale autorisée est une administration, fonctionne comme une administration publique. Donc, est soumis au Code des marchés publics. Donc, comment se crée une association foncière pastorale? Donc, on a 2 types d'associations foncières pastorales. Celle qui est dite libre, donc qui est mise en place par adhésion volontaire de l'ensemble des propriétaires qui ont été désignés sur le périmètre de l'association foncière pastorale, et une qui est dite autorisée. Donc, c'est un peu l'autorisée, c'est celle dont on a vu les différents organes de gestion. Donc, comment ça se passe? Donc, on a une initiative du projet, donc le contexte qui va permettre de nourrir ce projet-là. Donc, le projet sera co-construit avec un groupe de travail, donc nous, on a fait un comité de pilotage et un comité technique, donc composé des différentes instances qu'on retrouve à la Martinique.
Donc, on va les énumérer plus tard. Donc, ensuite, le projet était consolidé avec ces différentes structures. Donc, on a délimité les différents périmètres. Alors, on l'a fait à l'échelle de la Martinique. Et nous, on a eu un format assez particulier qui ne se ressemble pas ailleurs, puisque déjà, l'association foncière pastorale a été mise en place par une structure privée. Là où on voit, par exemple, au niveau hexagonal, c'est plus des collectivités qui mettent en place ce type de dispositif. Donc, du coup, on a dû l'adapter aussi avec le contexte local, mais aussi en fonction des réalités des différentes instances. Donc, ça nous a permis de délimiter à l'échelle de toute la Martinique des zones potentielles qui pourraient accueillir ces associations foncières pastorales. Donc, ensuite, sur une zone pilote, donc on va vous présenter plus tard, on a l'enquête publique, donc qu'on va sur la forme autorisée, et il y a la constitution du projet, le dépôt de demande de création en préfecture, donc ce qui va ouvrir à une enquête publique, consultation des propriétaires, et ensuite, si une majorité est atteinte, ça va donner lieu à l'association foncière pastorale autorisée. Donc la majorité, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est 50% des propriétaires qui détiennent 50% de la superficie des terres, soit favorables à la mise en place de l'association foncière pastorale. Donc s'il y a une collectivité territoriale, il suffit que l'ensemble des propriétaires détiennent 50% de la superficie des terres. Alors, le cheminement qui a été réalisé pour la constitution de cette première association foncière pastorale a été, du coup, la mise en place de différentes rencontres et la création de différentes instances, comme le disait M. Oublié. Donc, nous avons déjà rencontré l'ensemble des communes de la Martinique. Donc, a priori, 25 communes sur les 34, dont 24 communes ont été favorables au projet de l'AFP. Donc, il a fallu présenter à différentes instances, donc bureaux municipaux, également conseils municipaux, et pour les communautés d'agglomération, conseils communautaires, et également dans toutes les instances de décision, en tout cas, des structures. Nous avons également eu des rencontres avec des structures ou des personnes ressources, donc des élus, des bailleurs sociaux, la préfecture, des associations d'agriculteurs, pour sensibiliser, informer et pouvoir aussi présenter le projet et ses avantages pour le territoire. Il y a également aussi des propriétaires fonciers qui nous ont contactés. Donc, nous avons mis en place aussi des visites terrain pour pouvoir délimiter, pour pouvoir valider, vérifier la faisabilité aussi du projet de l'AFP. Et comme disait M. Oublié, nous avons réalisé différents types de comités. Donc, des comités techniques, mais également des comités de pilotage. Donc, dans ces comités techniques, nous avions différents acteurs qui étaient représentés. Donc, les 3 communautés d'agglomération de la Martinique, donc CACEM, communauté d'agglomération du Sud et Cap-Nord Martinique, la Chambre d'agriculture en tant que chambre consulaire, la collectivité territoriale de Martinique, bien sûr la DAF qui nous accompagne sur le dossier depuis le démarrage, l'Association française d'agroforesterie, le PFL, les jeunes agriculteurs, le Parc national régional de Martinique, et la SAFER, l'Union des éleveurs de bovins brahman et l'ONF. Donc, tous ces acteurs composaient les comités techniques et mettaient en place la stratégie à adopter pour la création de cette association foncière pastorale. Par la suite, les comités de pilotage étaient composés des élus qui permettaient de valider les décisions prises et les orientations des comités techniques. Donc, on a également réalisé des comités mixtes où élus et techniciens ont partagé justement sur le projet. Donc, toutes ces rencontres ont permis déjà de délimiter des périmètres, trouver du potentiel des exploitations agricoles qui seraient favorables à accueillir les associations foncières pastorales, mais également ça nous a permis aussi de trouver une zone pilote. Donc, cette zone pilote sera réalisée sur 2 communes et c'est dans le cadre de cette zone pilote que nous avons réalisé aussi 3 réunions publiques d'information, donc avec les élus des 2 communes pressenties, dont l'une des communes, le maire de la commune, avec les élus, les propriétaires, les agriculteurs souhaitant s'installer sur les exploitations agricoles.
Donc voilà un peu le cheminement que nous avons fait pour la création de cette association foncière pastorale. Alors, pour compléter, au-delà de toutes les rencontres que nous avons réalisées, effectivement, il fallait présenter un projet de périmètre à chaque, je dirais, échelle. Donc, avoir déjà une échelle cohérente où nous pourrions justement rassembler ces différents types de personnes. Et donc, on a divisé un peu la Martinique en quatre. Donc, en quatre régions potentielles pour accueillir les associations foncières pastorales. Et donc, ça se décline ainsi. Donc là, on a déjà un premier périmètre qui est le nord-ouest. Donc, comment on a fait pour identifier ces parcelles? Donc, déjà, on s'est basé sur les zones où il y a un PLU en vigueur, donc un PLU, plan local d'urbanisme. Ensuite, on a croisé avec les données de déclaration Télépac. Donc, pour savoir quels sont les endroits où il y a de l'activité ou encore de l'activité d'élevage. Ensuite, on a retiré toutes les zones bâties, donc toutes les zones, puisque comme on l'a cité plus tôt, l'association foncière pastorale n'a vocation que sur des terres agricoles et naturelles. Donc, on a ciblé toutes ces zones naturelles et agricoles et qui est une vocation pastorale déjà dans un premier temps pour ne pas avoir de concurrence entre déjà les différentes spéculations. Et ça nous a permis, par exemple, sur le nord-ouest composé de 3 communes, d'avoir un potentiel de 2605 hectares. Alors, vous allez voir que si vous faites attention aux chiffres, que les chiffres n'ont pas forcément de relation entre elles. Par exemple, je prends le Carbet où on a 151 parcelles en zone agricole et 217 parcelles en zone naturelle. Qu'on additionne, ça ne fait pas 273. Alors, pourquoi on a 273? Parce que nous avons des parcelles qui sont mitées, donc qui sont à la fois agricoles et naturelles. Donc, voilà. Pour mieux comprendre, donc ça nous fait quand même un total. Donc aussi, on s'est basé sur les parcelles cadastrales anonymisées afin d'identifier toutes les parcelles qui se trouvent dans ces zones A et N. Et donc, ça nous a permis, par exemple, sur cette zone nord-ouest, d'identifier 667 parcelles pour 2600 hectares. Et on a travaillé aussi en étroite collaboration avec le syndicat des jeunes agriculteurs pour savoir sur ces zones quel était le nombre de demandes d'installation. Donc, toute installation confondue. Donc, on peut voir, on a un total de 34 demandes d'installation sur ces 3 communes. Ensuite, nous avons la partie nord-est où nous avons. Ah, d'accord, les totaux n'apparaissent pas. Mais alors, nous avons bon, on va donner le nombre de communes. Nous avons pressenti 5 communes. Et au fait, là où nous avons justement pressenti ces communes qui peuvent avoir un lien ensemble, ça vient aussi de notre différentes approches auprès de ces collectivités où on a présenté le projet et l'idée, c'est que ces communes puissent travailler en étroite collaboration sur les projets d'association foncière pastorale, qui puissent s'imprégner en tout cas du projet d'association foncière pastorale, puisque toute la partie réalisation, je dirais, de toute la partie enquête publique, consultation des propriétaires, mais aussi la phase terrain, ça génère un coût et qui, seule une commune ne pourrait pas forcément supporter, mais dans un projet global avec plusieurs communes, voilà, trouve sa cohérence. Nous avons la partie centre avec les 3 communes, donc Fort-de-France, Lamentin et Saint-Joseph. Donc là, nous avons un total de 2000 parcelles, effectivement, sous les parties un peu plus urbanisées, donc les grandes villes. Le travail devient plus compliqué puisque nous avons plus de morcellement des parcelles pour une superficie qui est moindre. Quand on regarde, par exemple, là, nous avons seulement 2109 parcelles qui pourraient être intéressées par le projet d'association foncière pastorale sur le centre. Donc, ce qui suppose que derrière, dans toute la partie de la procédure administrative, que ça va générer un coût qui sera plus important, puisqu'il y aura plus de propriétaires à envoyer des courriers pour la consultation des propriétaires. Et donc, on a eu je vais après parler de la zone pilote comme exemple que nous avons eu, mais par exemple, un courrier avec accusé de réception, c'est
C'était à peu près une vingtaine d'euros. Donc, la partie sud, composée là encore de 6 communes. Donc, 6 communes, là, nous voyons que nous avons un total quand même de 5637 parcelles et pour un total de 361 hectares. Alors, je n'ai pas précisé aussi, il faut savoir que l'association foncière pastorale n'a d'intérêt que sur des zones de montagne. Effectivement, au début, nous avons ciblé l'ensemble des communes. Il faut savoir qu'en Martinique, il n'y a que 2 communes qui ne sont pas zones de montagne. C'est la commune de Ducos et la commune de Sainte-Anne. Donc, effectivement, il faudrait avoir un arrêté préfectoral afin que l'association foncière pastorale puisse se développer sur ces 2 communes-là. Donc, maintenant, on va passer à notre zone pilote, donc l'association foncière pastorale Nord de la Caraïbe. Effectivement, nous avons initialement identifié 3 communes. Cependant, on a un taux d'avancement avec les communes qui, en fonction de la commune, n'est pas similaire à une autre. Donc, du coup, on a eu ces 2 communes qui ont répondu favorablement, mais qui ont été très réactifs aussi sur toute la partie, je dirais, la partie des actions que nous avons menées. Et on est passé en conseil municipal à 2 reprises. Une première fois pour présenter le projet et une deuxième fois pour valider le périmètre de l'association foncière pastorale à l'échelle communale. Donc, on a sur Saint-Pierre 141 parcelles et sur Carbet 288 parcelles pour une superficie totale de 2984 hectares. Donc, c'est un projet qui est mené en partenariat avec la communauté d'agglomération du Nord, la ville du Carbet ainsi que la ville de Saint-Pierre, mais aussi avec la DAF qui nous accompagne dès le début et qui participe aussi avec nous lors des réunions publiques d'information. Donc, il faut savoir que sur ces 2 communes, on a fait des réunions publiques d'information, comme disait M. Ajanani, donc qui ont permis aussi là de rassembler des propriétaires. Qui, par moment, des personnes curieuses, voulant connaître davantage sur le projet, et d'autres personnes qui, justement, de propriétaires de terrains agricoles et forestiers, qui voudraient faire quelque chose de leur parcelle et ne pas les voir partir en friche ou à l'abandon. Sachant qu'on sait que le foncier a une valeur aussi sentimentale pour les propriétaires. Donc, nous avons aussi la Chambre d'agriculture, puisque on est dans un projet d'intérêt collectif, un projet global qui a son sens avec l'ensemble des acteurs institutionnels et publics. Donc, au sein de cet espace, on a aussi, aujourd'hui, on a réalisé l'ensemble, déjà les premières procédures pour la création, donc à savoir le dépôt de demande de création en préfecture. On a l'enquête publique qui est en cours actuellement et la consultation des propriétaires également. Donc, les propriétaires auront à se prononcer les 2 premières semaines de décembre. Mais en parallèle, nous avons une étude foncière qui, elle, va démarrer. Donc, cette étude foncière, comment elle a été possible? C'est grâce à un appel d'offres un appel à manifestation de terrain de l'ADA. Donc, pour réaliser cette étude foncière, puisque aujourd'hui, nous avons des éléments, des études qui sont réalisées à la Martinique, mais pas qui aillent dans ce sens. Nous avons des études sur la production d'herbe à la Martinique, sur les rendements agronomiques des différentes variétés de fourrage, mais on n'a pas cette étude vraiment pour le pâturage et l'organisation du pâturage à la Martinique, déceler ces zones agro-pastorales, puisque nous n'avons que des zones agricoles, des zones AOC, mais pas des zones dédiées au pastoralisme. Donc, cette étude foncière, c'est vraiment une plus-value pour le territoire, puisqu'elle apportera vraiment des éléments afin de mieux spécialiser, spatialiser les activités, et notamment aussi sur les différents besoins, sur le désenclavement collectif des parcelles. Effectivement, CAPNOR a déjà lancé une étude là-dessus, mais elle va venir compléter cette étude afin d'avoir vraiment derrière
je dirais, un dossier clé en main qui va permettre aux propriétaires de matin de prendre des décisions sur quel type d'activités qui vont être réalisées sur les différentes parcelles, mais aussi d'établir des plans de gestion éco-pastoraux, donc qui sont essentiels aussi pour la mise en place des différents contrats, les conventions pluriannuelles de pâturage et d'exploitation. Voilà. Donc, c'est une étude qui a été, je dirais, remportée par... Il y a eu quatre candidatures par l'ISTOM et qui, dans les prochains mois, fera toute cette analyse. Donc, le lancement de cette étude, donc, ça sera, comme je disais, un outil d'aide à la décision. Donc, il va permettre d'évaluer le potentiel pastoral du périmètre, analyser la biodiversité, les impacts sur la biodiversité de cette installation de l'association foncière pastorale, les enjeux écosystémiques, de mieux les appréhender, donc d'adapter les différents usages aussi par rapport au changement climatique. Comme M. Janani l'a expliqué au départ, durant la période de sécheresse, c'est 1500 bovins qui sont décédés. Et tout ça vient parce que à la période de sécheresse, nous avons un arrêt de la production fourragère. Et là, effectivement, où il y a, par exemple, sur certaines parcelles, de la production d'abondance hors période de sécheresse, en période de sécheresse, ce n'est pas le cas. Donc, on voit qu'il y a, dans ces moments, sur pâturage, on a une alimentation qui n'est pas suffisante et qui, lors de ces périodes, peut avoir vraiment un impact sur le milieu. Donc, ça va permettre d'évaluer tout ça. Donc, cette étude vient aussi à échelle de saison, donc permettra de mieux appréhender les usages lors des différentes saisons. Donc, les différentes saisons, on n'a que carême, sécheresse et pluviale, mais voilà. Donc, ensuite, je disais, donc ça qui permettrait une meilleure gestion du territoire et de la ressource. Ok. Merci pour votre écoute, merci pour tout, en espérant que j'ai été le plus clair que possible et puis on est ouvert aux différentes questions qu'il pourrait y avoir. Voilà, exactement. Vous m'avez devancé. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, on voit le travail de bénédictin que cela représente, le travail, voilà, l'importance du travail qui a été déjà mis en œuvre. Est-ce que, alors, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat ou on peut réactiver vos micros. Il suffit juste que vous leviez la main et on vous donne la parole. Et si vous prenez la parole, merci de mettre votre caméra. Alors, je vais commencer par poser la question qui est dans le chat et on donnera la parole à Samuel Marshall juste après. Donc, vous avez Julie Moko qui vous pose deux questions. Pourquoi l'option de l'AFP autorisée a-t-elle été choisie par rapport à l'AFP libre? Et l'ONF n'a-t-il pas son mot à dire dans le cadre du défrichement éventuel de terrains boisés pour le pâturage? Alors, pourquoi l'association foncière pastorale autorisée? Déjà, dans un premier temps, elle permet d'éviter, je dirais, d'avoir ce morcellement puisqu'on identifie un périmètre. Et c'est vrai que dans la procédure, comme je disais, c'est que si 50% des propriétaires qui détiennent 50% de la superficie dans ce périmètre sont favorables à la constitution de l'association foncière pastorale, on embarque toutes les parcelles. Donc après, il y a une procédure soit de délaissement ou bien il y a une rencontre avec les propriétaires qui, au préalable, auraient émis un avis défavorable afin qu'ils puissent, qu'on puisse les convaincre d'adhérer à l'association foncière pastorale autorisée. Donc déjà, dans un premier temps, cet aspect-là. Et dans le deuxième temps, puisque l'association foncière pastorale permet d'aller rechercher du financement public. On sait très bien que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Autant les propriétaires, on voit qu'il y a un manque d'entretien par rapport au coût que ça génère. J'ai fait à l'échelle de la Martinique du terrain, j'ai été auprès des propriétaires et ce qui revient, c'est vraiment le coût de l'entretien
qui est vraiment assez onéreux et qui fait pourquoi on a des propriétaires qui laissent les parcelles partir en friche. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et maintenant, pour répondre à l'ONF, oui, l'ONF a son mot à dire, puisque d'ailleurs fait partie du comité de pilotage. Et c'est un dispositif qui est mis en place par un arrêté qui va rassembler l'ensemble des codes, code rural et de la pêche maritime, le code forestier et le code civil. Donc, dans la gestion et la décision qui seront prises, l'ONF oui, aura son mot à dire. D'accord, merci beaucoup. On va passer la parole à Vincent Petiot de Guyane. Oui, bonjour, je suis conseiller fourrager à la Chambre d'agriculture de Guyane. Je voulais savoir quel est votre mode de gestion des prairies chez vous. C'est par rapport à la ressource fourragère que vous n'avez plus en saison sèche. Je voulais savoir ça parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le pâturage tournant dynamique ici. Et on peut pallier ce manque de ressources fourragères grâce au pâturage tournant dynamique. Voilà, en comparant ici, en saison sèche, mes éleveurs qui font le pâturage tournant dynamique ont toujours des prairies vertes, tandis que ceux qui font de l'extensif, il n'y a plus rien à manger dessus, quoi. Voilà, c'était une petite… Bonjour à tous, Frédéric Marie de la CODEM. Je rejoins Rudy et M. Ajanani juste pour apporter cette précision technique. Un retour à Vincent. Donc Vincent, effectivement, en Martinique, on a aussi du pâturage tournant, mais on est sur des chargements qui sont effectivement plus importants compte tenu de la petite taille des exploitations par rapport à la Guyane. Et donc on est plutôt autour de 2-3 UG d'hectares, ce qui fait que même avec du pâturage tournant, on arrive sur des sécheresses un peu plus intenses. On a quand même, en fait, on est en difficulté en termes d'autonomie fourragère. On a ce manque de disponibilité fourragère. Nous, on est à… Moi, je peux monter en pâturage tournant dynamique à 6 à 8 UGB. Sans irrigation des prairies, ça passe. Après, ça doit être au niveau variétal, on n'a peut-être pas les mêmes variétés et la même production de biomasse. Ça doit être ça. Ah oui, 6-8 UGB hectares, ouais, je serais curieux d'échanger après avec toi pour voir. On fait avec, c'est principalement chez nous, du Bracharia humidicola qu'on appelle en nom local le kikuyu. Très bien. On a du Bracharia humidicola, du Bracharia decubens et aussi du digitaria. Alors, ce que je vous propose, c'est éventuellement que vous échangiez dans le fil de la conversation vos adresses mail pour pouvoir poursuivre cet échange. Du coup, je repasse la parole à Samuel Marchal, parce que la main s'était baissée, donc j'ai cru que la question n'était plus d'actualité. Donc, tu as la parole. Oui, bonjour à tous. Bonjour Sophie. Non, je voulais juste déjà remercier Rudy et Jean-Marc pour la présentation. Et je voulais simplement revenir sur les principaux points de vigilance qui avaient été identifiés dans la mise en place de cette AFP et puis les solutions qui avaient été envisagées pour y répondre. Donc, il y avait notamment ce qui a été évoqué, comme l'a rappelé Jean-Marc, c'était au niveau de la gouvernance. C'est que la structure porteuse qui est actuellement la CODEM, elle ne peut pas, en tant que coopérative, gérer directement une AFP. Et donc, ça, c'est une limite réglementaire qui est connue. Et l'objectif, ça reste bien de préparer un transfert de portage vers une collectivité compétente d'ici la fin de l'année. Alors, ça a été évoqué, hein, les échanges sont engagés avec des élus du Carbet, de Saint-Pierre, Cap-Nord et de la CTM. Et l'enjeu, c'est bien évidemment de sécuriser un passage de relais pour garantir la continuité du projet au-delà du financement de l'ODADOM. Ensuite, il y a un deuxième point de vigilance qui a aussi été évoqué, c'était sur la notion de zone de montagne, parce que normalement, la réglementation, enfin, c'est pas normalement, c'est la réglementation actuelle limite artificiellement l'emprise d'une AFP. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais au-delà des 350 mètres d'altitude ou sur de fortes pentes. Et on sait qu'au niveau du relief martiniquais, ça enferme certains seuils altimétriques. Donc, il y a une rigidité que nous, on peut activer par une dérogation préfectorale qui est prévue par un décret de 2020.
Ça, c'est un autre point. Et le dernier point de vigilance aussi, c'était le soutien financier au démarrage. Donc, il y avait des frais qui étaient, on proposerait en fait que les frais engagés par l'État pourraient être pris en charge par les crédits DETR. Donc, c'est la dotation d'équipement des territoires ruraux. Ensuite, il y a l'aide qui a été évoquée aussi tout à l'heure, c'est l'aide au démarrage de 10 600 euros qui est prévue par l'instruction technique de 2014 800. Et enfin, les aides du FEADER. Donc, l'AFP est très, très bien engagée. Alors, il faut bien évidemment que la gouvernance soit stabilisée. Ça, c'est le point essentiel. Donc, elle est en voie de transfert, mais il faut qu'elle soit stabilisée. La contrainte de zonage, elle peut être levée juridiquement, et puis les leviers financiers, ils sont identifiés. Donc, il faut que chacun prenne, on va dire, ses responsabilités. Voilà, c'est juste le point sur lequel je voulais intervenir. C'est pas une question. Ok, merci, merci Samuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi l'assistance? Non, je ne vois pas de main qui se lève. Alors, on aurait dû avoir avec nous Emmanuel Legendre de l'ARP, donc de l'Association réunionnaise de pastoralisme. Mais visiblement, il a des soucis de connexion. Mais bon, voilà, il y a des échanges déjà qui ont déjà eu lieu, des échanges d'expériences qui ont déjà eu lieu entre La Réunion et la Martinique. On a vu là qu'il y avait des échanges potentiellement d'expériences aussi avec la Guyane. Et je sais que dans les participants, je vais dénoncer mes petits camarades de l'Institut de l'élevage. Donc, il y a aussi potentiellement des collaborations avec l'Institut de l'élevage qui pourraient se mettre en place pour appuyer d'un point de vue technique aussi le projet. Alors, on arrive quasiment au terme du temps qui nous était. Ah, je vois une main qui se lève pour une dernière question. Donc, Katharina, vous avez la parole si vous arrivez à réactiver Merci votre micro. beaucoup. Oui, bonjour. C'était en réaction à ce que vous venez de dire. Est-ce que vous savez me dire quelles structures ont été impliquées dans les échanges avec La Réunion sur ce sujet? Oui, l'ARP, Ok, l'Association réunionnaise de pastoralisme. Emmanuel ça Legendre qui a marche. assisté à une réunion, donc c'est pour ça que j'en parle. Ok, merci. Euh, Alors, on arrive quasiment au terme du temps qui nous était imparti. J'ai deux, trois petites informations à vous donner avant de clôturer cette réunion. Tout d'abord, je remercie Jean-Marc et Rudy et puis Frédéric qui s'est joint à eux pour leur présentation. Je vous remercie, vous, en tant que participants, voilà, pour avoir alimenté la discussion. Je remercie aussi la DGOM, l'ODEADOM, le ministère de l'Agriculture et en particulier le Réseau national agriculture et ruralité qui soutiennent financièrement les actions qui sont menées en ce moment dans le cadre de l'animation nationale. Alors, vous allez recevoir sous peu, là, par mail, une proposition pour répondre à un questionnaire d'évaluation. Donc, il y a vraiment quelques questions, 5-6 questions. Donc, prenez le temps d'y répondre. C'est aussi l'occasion pour vous de nous faire parvenir vos souhaits pour de futures interventions ou de la mise en place ou de la mise en relation dans le cadre de partenariats. Donc voilà, c'est vraiment important de prendre un petit temps pour nous faire un retour. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous le vendredi 27 février 2026 au Salon international de l'agriculture. Il y aura un colloque Rita qui se tiendra comme c'est la tradition. Je vous rappelle que nous avons une newsletter, que vous avez la possibilité de vous inscrire. Donc là aussi, on vous enverra les informations pour vous permettre de le faire si vous le souhaitez. Et puis, je vous rappelle que alors, les PowerPoint donc, seront mis en ligne sur Coatis, le centre de ressources. Et le replay de cette séquence sera aussi sous peu mis en ligne sur la chaîne YouTube des Rita, qui s'appelle Les Rita dans les Outre-mer. Donc, je vous remercie à nouveau, toutes et tous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée selon l'endroit où vous êtes. Et je vous dis à très bientôt.